Today, there are 2 million descendants of French-Canadian immigrants living in New England. These are our stories. Welcome to the French-Canadian Legacy Podcast. Venez tous jeunes filles et garçons, je vais vous raconter l'histoire de notre immigration ici au USA, de grands aventuriers de pays étrangers. Bienvenue au French Canadian Legacy Podcast, une balado-diffusion portant sur notre héritage canadien-français. Mon nom est Jesse Martineau. Now, cet épisode est différent, est très différent, parce que c'est le premier épisode en français. Beaucoup de personnes qui écoutent ces podcasts c'est que j'ai étudié au Québec pour 6 mois pour essayer d'apprendre le français. Mais mon français n'est pas bon. Mais je pense que c'est très important pour pratiquer. Les langues étaient très importantes pour ma famille. Donc, c'est très important pour moi. Toute ma famille, c'est à l'héritage français. Bien sûr, mon nom est Martineau. Ma mère était provençale. Mais l'autre nom de famille de mon arbre de famille, Bénard, Boissonneau, Descelet, Glaude, Richard, tout est français. Et le français était la langue maternelle de mes parents et de la majorité de ma famille. Donc, pour moi, c'est important pour essayer de parler si possible. Donc, c'est le temps pour un épisode en français. Mais je suis désolé. Désolé parce que j'expecte beaucoup d'erreurs de français dans cet épisode, mais c'est la situation. Mon niveau, quand j'étais au Québec, était B1 et ça fait 4 mois que j'ai parti au Québec. So, un peu difficile pour moi, mais c'est un épisode en français. So, je suis un peu nerveuse. Je suis nerveuse pour chaque épisode, mais plus pour cet épisode parce que c'est le premier épisode en français. Mais je suis très heureux que le premier épisode en français avec mon ami Jean-Philippe L'Étoile. Le choix est très facile pour moi quand j'ai décidé d'avoir un épisode en français. C'est très facile. C'est nécessaire pour moi à parler avec Jean-Philippe, une personne que je connais grâce à cette podcast. So, Jean-Philippe, bienvenue à la balado French Canadian Legacy. Merci. Hey, merci beaucoup de l'invitation. Je tiens à dire que ton français est excellent. Continue comme ça, c'est très bien. J'ai tout compris. Merci beaucoup. So, d'où viens-tu? Moi, je viens de 2 villages, là, on peut dire. Le premier, Sainte-Christine, et l'autre, Wickham. C'est près de Drummondville, dans le fond, près de Actonville, Drummondville, dans le sud du Québec, au Canada. Et c'est petit? Oui, les 2 villages sont moins de 2000 habitants chacun. Puis la ville de Drummondville, c'est petit quand même. C'est quoi, 80 000 habitants peut-être? Gotcha. OK. Et dites-nous de ton enfance. Sur mon enfance, c'est quoi qui t'intéresse le plus sur les traditions, mettons? Oui. En fait, oui, je suis né d'une mère, ce qui est normal. En fait, ma mère porte le nom de famille Proulx. Et dans le fond, mes 2 grands-parents, c'est Proulx et Labonté. S'il y en a qui se reconnaissent, on est probablement parents. Et du côté des L'Étoile, eh bien, c'est des Favreau et des L'Étoile. Et dans le fond, je suis né sur une ferme laitière, des vaches qui font du lait. Et jusqu'à l'âge d'à peu près 10 ans, 11 ans, puis il y a eu une petite chicane dans la famille. Histoire courte, on s'est séparés de la ferme et mon père est allé se trouver du travail dans une usine d'équipement
de ferme, justement, agricole. Et moi, je suis allé à l'école et plutôt que de devenir fermier, ben, j'ai décidé d'aller à l'université pour mes études. Parfait. Il y a maintenant des fermes dans sa région? Il reste encore des fermes dans ma région, absolument. C'est juste que les fermes familiales, je dirais, les fermes qui sont plus qu'on se transmettait de père en fils généralement et maintenant de père en fille, de mère en fille, j'imagine que ça va venir. Eh bien, ces fermes-là sont de moins en moins nombreuses. Alors, elles vont grossir pour répondre à l'industrialisation, je dirais. Mais il y en a de moins en moins, mais il y en a toujours, on va dire. D'ailleurs, dans ma famille, il y a un de mes oncles du côté de ma mère qui a encore une ferme laitière. Gotcha. Et pour les personnes comme moi qui ne connaissent pas la vie dans une ferme, je pense que mon ancêtre, tout mon ancêtre est de une Tu parles ferme. tes ancêtres? Oui, peut-être. Mais c'est difficile, la vie? C'est difficile. Non, pas vraiment, parce que quand tu es sur une ferme, c'est la vie que tu connais. Donc, tu te rends compte de la difficulté peut-être quand tu sors de là, ou tu te rends plutôt compte de la facilité de d'autres vies. Mais essentiellement, comme un jeune, c'est différent quand on est un fermier à l'âge adulte. Mais moi, c'est sûr que, par exemple, mes fins de semaine, à chaque matin, le samedi et le dimanche, j'allais aider mon père à faire le train. Faire le train, c'est une expression intéressante d'ailleurs. En anglais, ça veut dire littéralement « to do the train ». Mais ça veut dire, en fait, c'est toute la routine qu'on fait le matin. Donc, nourrir les vaches, nettoyer les enclos des vaches, puis faire la traite, traire le lait des vaches. Alors, tout ça, c'est faire le train. Alors, à chaque matin, les samedis et les dimanches, j'aidais mon père à faire le train. L'été, pendant les vacances scolaires, bien sûr, je l'aidais également. Il y avait plusieurs activités qui revenaient. Par exemple, au printemps, on ramassait la roche. Fait que quand on est sur une ferme, dans le fond, il y a toujours des pierres, des roches qui sortent du sol et on rassemble plein de gens de la famille, puis on va dans les champs ramasser les roches qu'il y a là. Puis, dans le fond, il y a toutes les étapes après, les semences et le fameux temps des foins. Je ne sais pas si tu te souviens, je t'en avais parlé il y a très longtemps. Mais en gros, c'est lorsque l'herbe, le foin est prêt, on va le couper et on va faire des balles de foin. Okay. Le foin, c'est juste pour peut-être ceux qui écoutent, qui ont un petit peu. C'est hay, je pense, en anglais. Hay, oui. Ouais. Alors, le foin, dans le fond, va être ramassé, puis c'est une grosse activité familiale, faire les foins. Alors, tous les gens de la famille venaient aider. Et, en tout cas, ceux qu'on pouvait ramasser. Et il y en avait, par exemple, qui étaient sur les tracteurs à préparer tout cela. Il y en avait qui étaient à l'étable dans la grange pour ramasser le foin et le ranger pour l'hiver. Alors, c'est un gros temps de l'année où est-ce que beaucoup de personnes se rencontrent dans les familles habituellement. Moins commun, comme il y a moins de fermes de nos jours, mais c'est quand même quelque chose là, dans les campagnes. Quand on dit faire les foins, la majorité des gens en campagne savent de quoi on parle. Excellent. Très intéressant. C'est très différent que ma vie et toutes les personnes que je connais. Mais j'ai une question. Oui. Quand tu étais enfant, tu parlais anglais ou quand tu apprends l'anglais? J'ai un parcours un peu différent à cet égard. Premièrement, les premiers, on apprenait l'anglais, moi, à partir, je pense que c'était de la 3e année du primaire, mais c'était très, très de base. Là. On apprenait des Old MacDonald had the farm, cette affaire-là. Excusez-moi. Et par la suite, j'ai joué beaucoup à des jeux vidéo. Quand on a quitté la ferme, notamment, j'avais un peu plus de temps. Et, tous les jeux vidéo au Québec à l'époque ou la plupart étaient en anglais. Alors, si on voulait comprendre c'était quoi, alors moi, par exemple, il y a un jeu qui s'appelle StarCraft que j'ai joué beaucoup. Et dans l'histoire du jeu, c'était de l'anglais britannique. Alors, moi, j'ai beaucoup plus l'oreille, je ne sais pas, affectueuse à cet égard. Et plus tard, j'ai joué à des jeux vidéo en ligne et j'ai joué avec des Britanniques, des Anglais. Et c'est là que j'ai appris j'ai un anglais un peu mélangé entre l'américain et le britannique, malheureusement. Oui, c'est pas différent. Alors, c'est comme ça que je l'ai appris essentiellement. Et l'école, bien sûr, est venue affiner ma grammaire un peu. Oui, tes parents parlent anglais ou non? Ironiquement,
OK, ouais, ils vont peut-être pas être contents que je dise ça, mais pas très bien. Mais mon grand-père maternel, le père de ma mère, parlait bien anglais parce qu'il était camionneur, oui. Il allait dans l'Ouest canadien. Il transportait des cercueils. Donc, pour ceux qui ont peut-être le cercueil, c'est des coffins. Oh, OK. Mon grand-père, il faisait le transport de cercueils dans l'Ouest canadien, donc en Alberta, Saskatchewan, je crois. Ah, c'est n'est pas proche. Non, c'est pour ça qu'il devait parler anglais, parce que là-bas, ça parlait anglais. Oui, OK, intéressant. Et quel est ton travail maintenant? Moi, je suis enseignant au Québec, on appelle ça univers social, mais c'est en fait un mélange entre 3 disciplines que sont l'histoire, la géographie et une partie de philosophie civique, je dirais, qu'on appelle l'éducation à la citoyenneté. Et quel âge? Moi, dans mon cas, je couvre très large parce qu'à chaque année, je change de classe. Oui, comme je suis un des jeunes enseignants, disons. Mais j'ai des secondaires 1 qui vont avoir 12 ans et je peux aller jusqu'en secondaire 5 qui ont 16-17 ans, même 18 dans certains cas. Now, tes étudiants, tu penses que la majorité de tes étudiants parlent anglais? Ou non? Je crois que la majorité comprennent l'anglais, mais je ne crois pas que je dirais peut-être que le 2/3 sont capables de soutenir une conversation pas trop complexe, là, on va dire. Il y en a qui sont excellents, là, qui sont déjà bilingues, mais je dirais que c'est à peu près ces proportions-là à Drummondville, là, à tout le monde. Gotcha. Now, tu enseignes tes étudiants de la franco-américaine? Tu parles de franco-américain? Ah oui, absolument. Moi, je suis très chanceux. Comme je suis un enseignant d'histoire, bien sûr, je peux leur parler. Et j'ai d'ailleurs, je plaide coupable, j'ai volé quelques extraits de ton podcast pour mes étudiants. Alors, oui, plusieurs de mes étudiants connaissent déjà Jesse Martineau. Mais c'est pas, je leur explique l'histoire du Québec qui est aussi dramatique que votre histoire. Je parle en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire que autant vous avez immigré dans des conditions de pauvreté, ben, la population du Québec était également dans ces conditions de pauvreté-là. Alors, je pense que cette histoire douloureuse-là, c'est quelque chose qu'on partage entre les deux communautés canadiennes-françaises. Alors, moi, bien sûr, c'est très facile de faire un lien entre les deux. Et j'aime beaucoup mettre l'accent là-dessus, comme je trouve ça fabuleux qu'il y ait encore un mouvement de préservation du français en Nouvelle-Angleterre. Pourquoi ne pas rendre l'utile à l'agréable? Sure. Now, quand tu parles de tes étudiants, c'est la première fois que c'est un nouveau sujet pour tes étudiants, le sujet des Franco-Américains? Je dirais que c'est un sujet qui était connu par les plus vieux que moi. C'est-à-dire que la génération de mes grands-parents, par exemple, avaient tous des cousins, cousines qui avaient déménagé aux États-Unis. Gotcha. Et depuis le temps, ça s'est perdu, ce lien-là. Et oui, pour la plupart des élèves que je parle, c'est la première fois qu'ils entendent parler qu'il y a des francophones aux États-Unis. Absolument. Gotcha. Et quand tu étais étudiant, tu étudiais l'histoire des Franco-Américains? Tout ce qu'on apprenait quand j'étais étudiant, c'était que 1 million de Québécois étaient partis, et on disait Québécois à l'époque, et non Canadiens-Français, étaient partis aux États-Unis parce que ça n'allait pas bien économiquement au Québec. Et après ça, on ne les voit plus. Ils disparaissent. C'était comme ça qu'on se faisait montrer ça. Oui. Now, tu peux parler peut-être de ton expérience pendant COVID. Ah oui. Je pense que ce n'est pas facile d'être un professeur maintenant. Oui, mais j'ai quand même eu une certaine discussion quand on est allé au Prêt à parler. Je suis au Franco-American Center de New Hampshire. De Manchester, excuse-moi. Manchester, oui. Je mélange les mots. Et tout le monde peut participer dans le Prêt à parler sur l'Internet. Oui, ben, j'avais parlé à une enseignante qui me décrivait la situation dans certains États aux États-Unis. Puis je pense qu'au Québec, on n'est quand même pas le... Il y a des endroits qui sont pires, je crois, que nous, mais il y a certainement des difficultés qu'on a eu à affronter. Particulièrement, je crois, ce qui a fait
bien mal au Québec, c'est le fait que, contrairement aux États-Unis, on ne produit pas notre propre vaccin. Alors, les vaccins sont arrivés peut-être 4-5 mois après qu'ils soient arrivés aux États-Unis. Et ça nous a demandé de prendre des décisions un petit peu plus drastiques, notamment un couvre-feu et de plusieurs mesures comme ça. Et bien sûr, à l'école, ça s'est répercuté dans le cadre de mon travail. Alors, on a eu, bien sûr, des classes à distance comme partout dans le monde et on a eu des petits défis à ajuster. Et bien sûr, je pense que l'école québécoise a des grands défis encore là-dessus pour tout ce qui est technologie et compagnie. Mais je crois que ça a été, autant ça a été complexe autant pour moi et mes collègues là, enseignants, je crois quand même que ça a été un bon, on appelle ça un coup de barre, là, un coup de bâton pour réveiller un petit peu le... Alors, c'est une belle épreuve que je pense qu'on est en train de vaincre et moi, je le vois comme ça, tout simplement. Ah, c'est cool. OK. J'ai une question de la tradition de ta famille et ta région parce que je pense que c'est très intéressant. Parce que nous parlions avant et je connais tu as une grande famille avec une fête pour Noël. Peut-être parle de la tradition de ta famille de Noël. Je pense que c'est très drôle. Bon, je vais commencer. Bien sûr, c'est du côté de ma mère, parce qu'autrefois, chez les Canadiens français en général, chez de toutes les tendances, on avait des grosses familles. Et ma famille, du côté maternel, ce qui est très drôle, c'est on dirait qu'ils n'ont pas eu le message qu'il fallait arrêter d'avoir des grosses familles. Alors, ma grand-mère a eu 16 enfants. Il y en a 2 qui sont décédés, donc j'ai 14 oncles et tantes, des frères, excusez, pas 14, 13. Ma mère est l'une de celles-là, bien sûr. Sure. Alors, ce que ça veut dire concrètement, c'est quand on se voit dans les parties des fêtes, dans le temps des fêtes, on a plusieurs traditions. Je vais commencer par Noël parce que c'est certainement le bout le plus chargé. Et bien sûr, en cas de COVID, on a un petit peu arrêté ça. Ça fait 3 ans que ça n'a pas lieu. Mais si j'y vais avec ce que c'était et ce que je suis sûr ma famille va refaire dans l'année prochaine, espérons-le, si on nous le permet, ça commence le 24 décembre. Alors, le 24 décembre, c'est le fameux réveillon de Noël. Oui. Tradition qui existe. Alors, comment on le faisait traditionnellement? C'était qu'avant la messe de minuit, qui a lieu bien sûr à minuit, le 25 décembre, il y avait un réveillon dans le fond. Fait qu'on pouvait... il y a 4 familles qui organisent là, dans ma famille. Dans le fond, c'est comme une rotation. Chaque année, on change d'endroit où est-ce qu'on va tenir la fête. Et là, il y a la messe de minuit. Alors, on va dans le village. Généralement, c'est dans mon village actuel où j'habite, qui est Wickham. C'est là que la famille traditionnellement va souvent. Et là, on va à la messe tous ensemble. Et une fois que la messe est finie, on débarque chez la personne qui fait le party. Et là, on peut être... C'est un plus petit party un petit peu. On doit être peut-être là, ça peut jouer beaucoup entre 40 et 60 personnes. Là. J'y vais à peu près. Alors, c'est parce qu'il faut qu'on rentre dans une maison. Alors, c'est pas évident. Et quelques jours plus tard, la date va changer. On la fait entre le 25 décembre et le 1er janvier, qui est le jour de l'an. On a notre vrai party de Noël familial qui, dans ce cas-là, on va louer une salle communautaire. Et là, le nombre de personnes peut varier beaucoup d'une année à l'autre, mais je dirais que si on fait un calcul rapide, on est 14 familles dans la famille. La majorité ont des conjoints. Déjà, on tombe à peu près à 20-25. Moyenne de 2 enfants, on tombe à 50. Alors, le 100 personnes est quelque chose d'assez commun. Je vais dire ça. Bien sûr, ça va changer d'une année à l'autre. On peut baisser un peu, mais ça ne rentre pas dans une maison. Je vais te le dire aussi simple que ça. Et c'est généralement des parties. Il y a tellement de gens, je veux dire, c'est très compliqué de dire salut à tout le monde au moins une fois. Bien sûr. J'imagine, oui. Et ça, c'est un des plus gros problèmes, c'est quand tu pars. Et c'est c'est drôle comme mécanique, mais moi, j'aime pas partir dans les premiers parce que quand tu pars dans les premiers, il faut que tu salues plus de personnes. Tu comprends? Si tu es le premier à partir et qu'il y a 120 personnes, il faut que tu fasses 119. Salut, 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 salut. Mais si tu es le dernier à partir, tu fais juste 2-3 saluts à 4 personnes. Alors, ça fait que cette fête-là a tendance à finir plus tard. C'est sûr que là, je vieillis puis je suis moins en forme que je l'étais, mais ça peut finir facilement à 2-3 heures du matin. Là. Et ça commence pour le souper. Alors,
Ouais, C'est fou. Oui, et à chaque année, dans le fond, on a comme des équipes dans ma famille qui l'organisent. Alors, par exemple, un de mes oncles, une de mes tantes qui s'entendent Sure. bien. Et là, on commence généralement avec un souper. Alors, la façon que ça fonctionne, c'est qu'on fait payer le montant, on fait venir un repas de traiteur. Autrefois, on cuisinait, mais c'était beaucoup d'ouvrages. Fait que depuis le temps, on fait venir un traiteur qui fait de la nourriture. Puis Oui. nous autres, on ne fait pas de profit avec ça, on charge le montant. Et dans le fond, l'organisateur va faire des jeux. Fait que, on commence avec, bien sûr, le repas de Noël, avec le bénédicité de. Autrefois, c'était ma grand-mère qui le faisait. Le bénédicité était quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas comment on dit ça en anglais, en fait. It's like la prière au début du repas. Je ne sais pas. It's like a prayer at the start of a meal, before a meal. Oh, yeah, Grace. Grace, Oui. OK. Donc, Oui. le bénédicité, c'est la grace en anglais. Alors, chaque famille a comme sa recette. Je vais dévoiler la mienne, là, ça ne me dérange pas. C'était Seigneur, bénis ce repas, bénis ceux qui l'ont préparé et donne du pain, du travail, de la santé à ceux qui n'en ont pas. Fait que ça, c'est comme la recette de ma famille. Fait que là, ma grand-maman disait ça, mais là, ma grand-mère est décédée. Alors, Oui. après ça, ça a été mon grand-père l'a fait, je pense, une fois ou deux. Et là, il y a un de mes oncles qui a comme pris le rôle du bénédicité, mon oncle Tinard, qu'on l'appelle. Son vrai nom, c'est Bernard, mais Ti veut dire petit, alors Petit Nord, on l'appelle Tinard. Alors, Tinard s'occupe du bénédicité parce que c'est un de mes oncles les plus sages et les plus. C'est ça. Alors, une fois que le spirituel est géré, on se donne à la bouffe, on mange, puis on mange beaucoup trop. Écoute, c'est trop de sucre, trop de gras, trop de sel, trop de tout. Et une fois que le repas est terminé, là, c'est là que les jeux vont commencer. Alors, chaque année, on essaie de faire des jeux très variés. Je me souviens des grands classiques là, qui ont bien marché. Il y en a un, c'est comme la chaise musicale. Je ne sais pas si tu sais quoi. Musical chair. Oui, C'est oui, comme, oui. bon. Yeah. Le jeu, oui. Sauf qu'à la place de t'asseoir sur une chaise, tu dois dans le fond, tu distribues une poche de linge, tu sais, un gros sac de poubelle, et c'est rempli de linge qui ne sont pas nécessairement beaux. Alors, du linge d'hiver, des tucs, des manteaux, des t-shirts. Et tu te passes la poche quand la musique passe. Et quand la musique arrête, tu prends la poche, tu piges un morceau de linge et tu dois te le mettre. Et à la fin, je me souviens plus comment on gagnait, là, mais en tout cas, ça fait que tout le monde est habillé dégueulasse. On a beaucoup de fun. Il y a des concours comme, c'était quoi, le fer, planter un clou dans une bûche de bois en faisant fort avec un coup de marteau. Ma grand-mère était hallucinante là-dessus. C'était drôle de voir ma grand-mère qui n'est pas très corpulente, mais qui était en tout cas, assez acharnée sur le pauvre clou. Alors, il y a plein de jeux comme ça à chaque année, puis c'est un peu les recettes. Là, on fait « Ah oui, ma tante Sylvie, elle a fait des jeux de main, on va avoir du fun cette année. » D'ailleurs, si elle m'écoute, ma tante Sylvie, c'était super le jeu du linge, bravo. Alors, à chaque année, on doit aussi un petit peu se réinventer. C'est ça qui fait que c'est le fun. On peut avoir du karaoké, on a de la musique par moment, mais on n'est pas beaucoup de musiciens dans ma famille, contrairement à ça, on en a déjà parlé. Il y a beaucoup de familles qui ont beaucoup de musiciens. Nous, on en a quelques-uns, mais ce n'est pas la majorité de la famille qui joue de la musique de notre côté. Mais on aime bien écouter de la musique, c'est ça. Mais on n'a pas comme un violonneux qui est super bon, là, malheureusement. Mais peut-être dans mes cousins, il va y avoir un talent qui va se développer. Rapidement, pour te donner une idée, juste dans mes cousins, cousines directs, j'en ai au moins 40, ça, c'est sûr. Fait que ouais, ça te permet on a du talent là-dedans, pas mal. Alors, en gros, cette soirée-là, c'est pas mal le clou du spectacle. Bien sûr, à la fin, on ramasse tout ce qui est à ramasser, on retourne chez nous. Et après ça, c'est le réveillon de Noël. Le réveillon de Noël, on le passe en petite unité familiale. Alors, avec nos parents, tu sais, comme nous, chez moi, on va chez... là, c'est un peu différent parce qu'on allait chez mes parents avant, mais la maison que j'ai, c'est la maison de mes parents. Alors, ça a changé un peu la dynamique. Mais bref, on se réunit en petite famille. On va écouter le fameux « Bye Bye » que peut-être que certains d'entre vous connaissez. Oh, yeah! Qu'on ne doit pas manquer au Québec le 31. Je veux parler des bye-bye pour le bonus. Pour le bonus. L'épisode. Oui. Pas de problème, je peux t'en parler longuement. Et finalement, c'est à peu près ça. On se couche et le temps des fêtes est officiellement terminé. On prend 2-3 jours pour revenir en santé, puis on recommence à travailler. On a une dernière tradition qui est l'été. Ça, c'est particulier à ma famille. On a ce qu'on appelle le pique-nique chez Bertrand.
Alors, Bertrand, c'est un de mes oncles. Et on s'en va dans son village qui s'appelle l'Avenir, qui est juste à côté de Wickham. Et dans le fond, toute la famille va là et on fait un pique-nique estival. C'est au mois de juillet, excusez-moi. Et en gros, toute la famille se réunit là. On doit être une centaine, peut-être moins qu'une centaine. C'est pas tout le monde qui vient, mais on a beaucoup de fun. On peut jouer au baseball, soccer, puis c'est ça. Opportunité de se voir. Alors, c'est le tour de mes traditions. Je ne sais pas si ça a couvert ce que tu t'attendais. Très, très, très intéressant. C'est très différent que ma tradition pour la saison. Mais dans cette période, comment? Je pense que le sirop d'érable, le cabane à sucre. Le temps des sucres. Oui, yeah. oui. Quelle est la tradition de ta famille? On n'a pas. Pour ta région? J'en ai quand j'étais petit un peu, mais c'est que ça dépend, mais gros, des familles. Il faut avoir une cabane à sucre pour. Et quand j'étais petit sur la ferme, on en avait une tout petite. Et j'ai quelques souvenirs, étant très jeune, de mon père, qu'on avait un vieux poêle à bois, à l'ancienne. Et on allait à la cabane à sucre. Mais la cabane à sucre, écoute, c'était des planches que le vent passait au travers. On avait froid. C'était terrible. Mais on était capable, avec une couple d'heures d'ouvrage, on avait 2-3 gallons de sirop, puis on était content. Puis il était pas particulièrement bon. Il y avait plein de grumeaux de sucre un peu trop, mais c'était notre sirop. Alors, j'ai ces souvenirs-là. Mais honnêtement, dans ma famille, on n'a pas, par exemple, une tradition très forte autour du temps des sucres. Sinon que mon père a des amis qui ont une érablière et dans les premières années où est-ce que son ami a acheté l'érablière, on allait beaucoup l'aider. Alors, je me souviens qu'on était allé là. Puis là, moi, j'étais comme, ouais, du sirop d'érable, on va enfin. Mais finalement, le sirop d'érable moderne, c'est plus comme dans le temps. C'est-à-dire que moi, dans mon temps, tu faisais un trou dans l'arbre, tu mettais une chaudière en métal après et un petit bec là, pour que ça coule. Aujourd'hui, ce sont des tuyaux avec des pompes qu'on met dans les érables. Alors, moi, j'étais comme, oh, c'est devenu plus. Alors, c'est ça. Ça a été comme un retour à la réalité pour moi. Mais c'est comme ça que les érablières fonctionnent aujourd'hui. Sure. That's awesome. Very, very cool. Mais on va quand même à la cabane à sucre, ne t'en faites pas. Après le temps des sucres, là, on y va 1 ou 2 fois juste pour dire que c'est une tradition, mais en réalité, on veut juste goûter au sucre. Yeah. Trop travail. Yeah. Mais, je comprends. Mais un autre événement que je veux parler, c'est la tradition pour la fête nationale. Parce que je sais que tu as une tradition. C'est vrai, je l'ai oublié, celle-là, excuse-moi. Oui, alors la fête nationale des Québécois, c'est le 24 juin, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancienne Saint-Jean-Baptiste qui était célébrée, c'était une fête qui était beaucoup célébrée chez les Canadiens français globalement. Et je ne sais pas si elle est encore aux États-Unis, tu m'avais dit, je pense, à Lowell qu'elle l'était. Aux États-Unis, la Saint-Jean-Baptiste a encore fêté, je crois. Ouais. Alors, la différence, c'est que ça a changé de forme et nous, comment ça va prendre forme partout au Québec? Il y a des grands rassemblements. Premièrement, le premier va être à Québec et le second à Montréal. C'est ce qu'on appelle la fête nationale. Dans les villages, il y a aussi une organisation. Alors, chaque village peut, mais je ne sais pas s'ils le font tous, là, mais comme moi, dans mon village à Wickham, ils le font. On fait un feu de joie. Alors, c'est un immense feu. En anglais, ce serait bonfire. Bonfire, yeah. Ouais. Alors, on appelle ça un feu de joie. Alors, c'est immense. On met beaucoup de bois là-dedans. Et bien sûr, à la fin, des feux d'artifice, comme aux États-Unis lors de votre fête. Oui. Et sauf certainement un peu moins peut-être garni. Mais il reste que, moi, ce que j'adorais dans notre famille, on allait souvent chez ma tante qui reste juste au coin d'où est-ce qu'ils font les feux d'artifice dans le village. Alors, on avait une place pas trop chère où est-ce qu'on pouvait aller s'asseoir et là, toute la famille était là. On n'y allait pas tous les ans, mais quand on y allait, c'est tout le temps le fun parce que tu rencontres de la famille que tu n'avais pas vue depuis longtemps. Puis là, tu parles, puis en même temps, tu as des feux d'artifice partout. C'est une belle petite soirée. Puis en même temps, il y a cette fête-là, une certaine place, peut-être pas chez tous les Québécois, mais tu sais, il y avait un monsieur qui m'avait déjà dit, tu sais, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, c'est une autre année que la nation canadienne-française existe encore. Alors, moi, j'avais toujours, c'est-à-dire que
pour ce monsieur-là, dans la mouvance de la survivance, il était un peu dans cette idéologie-là. Mais Oui. j'avais trouvé ça comique, par exemple, de dire, bon, ben peut-être qu'à la place de dire ça fait une année de plus qu'on existe, on pourrait dire ça doit être une année merveilleuse de plus qu'on développe. Alors, il faut juste le changer. Alors, cette fête-là, je ne sais pas, elle a de quoi de spécial pour tout le monde, mais on ne sait pas exactement pourquoi. Mais tu as une chanson pour... Ah oui, il y a des... Ben, généralement, la transition de chansons indépendantistes qui surgit. C'est drôle. Sans que ma famille soit très dans la politique, je dirais, là, comme beaucoup de familles, il reste que la famille, de par la position que mon grand-père tenait, a une certaine opinion. Et, mais tu sais, ça reste que c'est pas aussi clair que je pourrais pas dire tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça, on a chacun nos petites positions. Oui. Mais au Québec, globalement, ce que je peux te dire à Drummondville, par exemple, c'est que la fête de la Saint-Jean-Baptiste, il faut quand même planifier ton déplacement parce qu'il y a beaucoup de monde dans les rues. La fête du Canada, qui est le 1er juillet, oui. Tu peux y aller, il n'y a personne. Il n'y a personne qui va là. Et d'ailleurs, je t'ai déjà expliqué ça, c'est une des traditions québécoises, la fête du déménagement. Oui, quand j'étais au Québec, c'est tout le monde. Oui, absolument. Tout le monde. Oui. Alors, je ne sais pas d'où l'origine c'est est. Il faudrait demander à un vrai Je pense que pour stupide, c'est fou. Mais toi, tu l'as vu, hein? Yeah. Mais effectivement, c'est parce que les baux, les baux, c'est dans le fond les contrats de location d'appartements, se terminent cette date-là. On l'a mis cette date-là. Puis il faudrait demander à un historien quelle est la raison, mais je trouve ça drôle d'adon comme bien du monde que ça tombe en plein dans la fête du Canada. That's awesome. Non, très intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses, petites choses aussi, parce que une personne des États-Unis ne pense pas. Par exemple, on changeait le pneu. Oui. C'est comme une fête. Vous changez le pneu parce qu'il est nécessaire pour changer le pneu pour l'hiver. Oui. Ben, encore là, dans ma famille, comment ça fonctionne, c'est que dans le fond, on se rend compte quand on sent que l'hiver est fini. Puis là, c'est dur d'avoir une date précise parce que c'est pas mal au pif. Puis ça, c'est mon père pas mal qui décide quand est-ce que toute la famille change ses pneus. Alors, quand c'est fait, ben là, mon père nous appelle en disant « Ouais, il va falloir changer les pneus. » Oui, c'est vrai. Et avant, on gardait nos pneus d'hiver et d'été parce que pour ceux qui ne connaissent pas les conditions hivernales qu'il y a dans le nord de l'Amérique, essentiellement, si vous avez... aux États-Unis, es-tu obligé d'avoir des pneus d'hiver? Non, je ne changeais pas. Non. Ah, OK. Nous, c'est obligatoire dans la loi québécoise. Tu dois avoir des pneus d'hiver et des pneus autres, on peut dire. Le Ford Fiesta, les mêmes pneus toute l'année. OK, ici, ça ne serait pas très recommandable. Oui. On n'est pas sûr, mais... Non. C'est une situation, oui. Ça ne serait pas légal. Il y a un petit logo sur les pneus, un genre de flocon de neige. Et si le policier ne voit pas ce logo-là, ils peuvent te donner une contravention. Alors, en gros, quand ça arrive, le changement, généralement, c'est autour de Pâques, donc fin mars, début avril. Là, on se réunit toute la famille, puis là, on a 4 autos, on change les pneus. Alors, tous les pneus sont entreposés dans la maison familiale où est-ce qu'il y a de l'espace. Et là, c'est chez nous. Alors, chez moi, j'ai plusieurs paires de pneus de la famille. Et là, on se réunit, on fait les changements d'huile en même temps. Tu sais quoi? Vider l'huile de l'auto et en mettre ce serait oil change en anglais? Ah oui. Yeah. Bon, on fait ça sur toutes les autos en même temps aussi. Alors, c'est la tradition et on mange un bon repas. Généralement, comment ça fonctionne, je ne suis pas très friand des rôles genrés, mais je dirais les hommes, généralement, vont changer les pneus et l'huile, pendant que mesdames font un bon repas après ça pour nous réchauffer parce qu'il ne fait pas souvent très chaud. C'est du froid du printemps. Ouais. Et tu as deux fils, oui? Oui, j'ai 2 fils, un de 5 ans et un de 2 ans. De quel âge le fils apprendre à changer le pneu? En fait, l'année dernière, mon plus vieux nous a aidés, fait qu'on pourrait dire 4 ans. Mais
Ouais, mais il tournait les vis, il tenait les vis. Alors, ça restait quand même des tâches menues. Mais lui, c'est lui qui voulait nous aider. En fait, il n'y a pas d'âge. C'est quand les enfants viennent nous voir, ils nous disent « Je veux t'aider ». Et là, on fait « OK, tu veux nous aider, viens avec nous ». Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. That's so cool. Well, c'est très... Le culture, c'est différent. Et je prends que la différence est plus grande que j'ai pensé avant. J'habite à Québec. Ouais, ben encore là, comme je t'ai. Québec est une ville, hein, et le Québec. Oh, yeah, oui, bien sûr. Tu n'as pas été exposé, je crois, beaucoup à cette culture-là. Mais tu sais, la culture des campagnes québécoises est relativement uniforme, je crois, partout au Québec. C'est-à-dire que si on va, par exemple, au Lac-Saint-Jean ou en Gaspésie ou dans le sud du Québec, il y a des variantes, mais il reste que je crois que c'est. Puis même chez les Acadiens, en fait, j'ai des amis acadiens qui m'ont partagé qui faisaient pas mal les mêmes choses pour les changements de pneus, en fait. Oui, bien sûr, tu es correct. J'habitais dans un secteur, un quartier avec beaucoup de touristes. C'est très différent qu'une ferme de... Oui, bien sûr. Et tu sais, c'est probablement différent aussi de ce que tes ancêtres qui étaient au Québec ont vécu sur leur ferme, bien sûr. Sure. Very, very fun. Cette conversation est très, très fun, très intéressante. Mais j'ai une question très importante. Ah oui, donc. Comment tu trouver le balado French Canadian Legacy? J'adore raconter cette histoire. Alors, oui, parce que Jesse est un peu impliqué en même temps. Alors, c'est un peu comique. Alors, premièrement, je cherchais tout simplement sur Spotify de la musique. J'écrivais en anglais parce que je cherchais de quoi que j'avais jamais écouté. Traditional French Canadian Music. Et là, je tape ça parce que je venais de découvrir Spotify. Puis j'étais comme, de la musique, wow. Et là, je tombe, ça s'écrit en haut, French Canadian Legacy Podcast. Pourquoi c'est écrit en anglais si ça parle de ça? Donc là, je clique là-dessus, puis là, j'entends la mielleuse voix de Jesse Martineau, et je me souviens encore qu'il reçoit Tim Beaulieu dans l'épisode numéro 1. Oui. Et oui, et je me souviens de quoi ça parle, parce que je m'en vante souvent auprès de mes collègues. Ça parle de la poutine à Drummondville, l'invention de la poutine, et là, Tim Beaulieu dit « was invented in Drummondville », ce qui est la ville à côté de chez moi. Oh, yeah, oui, sure. Pourquoi il parle de nous aux États-Unis? Qu'est-ce que c'est ça? Alors, j'ai tout de suite, j'ai cherché un courriel, quelque chose. J'ai écrit « Lâchez pas, les gars, c'est super. » Et là, j'étais comme hey, « C'est malade. » Alors, je me suis mis à tout écouter. Et finalement, Jesse m'a répondu. Alors, il cherchait le trouble, je crois. Et c'est ça. Depuis, on s'est amusé et Jesse fait on s'est donné des rendez-vous quotidiens dans lesquels Jesse fait des efforts titanesques pour apprendre le français. Et en passant, j'en profite pour dire que tu me remplis de fierté à t'entendre parler aussi bien en français. Bravo. C'est très difficile le chemin que toi tu as pris. Peut-être que d'autres vont prendre aussi. Mais wow! En si peu de temps, là, chapeau. Même si je n'ai pas de chapeau. Merci. Yeah. C'est très, très cool. Et je pense que je dois parler de Mike parce que Mike est la personne responsable pour toutes les choses sur Spotify et Facebook. C'est lui. Et tout. Yeah. I mean, mon travail est très facile. Je parle avec les invités. Mike a toutes les autres responsabilités. Beaucoup de travail. Ce qui est très comique pour les auditeurs, c'est que je crois que Mike n'est pas encore très habile en français. Alors, tu es en train de faire l'éloge de Mike alors qu'il ne comprend même pas. Yeah, c'est vrai. Non, c'est vrai. Yeah. C'est une autre chose pour les personnes qui écoutent ce podcast. C'est normal, Mike édite tous les podcasts. Rien de le podcast est... quel est le mot pour live? Quel est le mot? Live? En direct. En direct, oui, merci. Yeah. Le podcast n'est pas en direct. Donc, chaque épisode, Mike édite et c'est très, très bon. Mais cet épisode, parce que Mike ne parle pas français, c'est un peu différent. Donc,
Mais en tout cas, Mike, pour l'avoir rencontré ici, pour terminer l'histoire, alors ça a culminé. C'était il y a 3 ans, je crois. Je suis descendu à Manchester avec ma femme. Oh, oui. Oui, et j'ai rencontré Jesse et Mike à Manchester et j'ai pu constater, et ça a été pour moi un événement assez marquant de voir, particulièrement le cimetière que tu nous as fait visiter, parce qu'il y avait toutes les pierres tombales avec les noms français. Et on est tombé sur le nom de ma femme, Yerjo. Alors, elle était comme... Le cimetière Mont Calvary. Oui. Toute ma famille est là. Et c'est tout le nom. Tout le nom, c'est français. Ouais, il y avait juste le mien, mais le mien est plutôt rare. Yeah. Mais, ouais, non, mais même au c'est Québec, énorme, le cimetière est énorme. Oh oui, puis j'ai été... Ça, pour moi, ça a été vraiment... ça m'a révélé. Et il y a cette histoire aussi, je pense que je te l'avais contée, je vais la raconter. Quand on est arrivé à l'hôtel pour le check-in, le monsieur à qui je parlais a vu que mon nom de famille était français. Alors, il a essayé de me parler, il a dit « Bonjour ». Là, il a bloqué. Là, il m'a dit, c'est à peu près en anglais, I was raised as a French speaker, and now I just realized I can't anymore. Quelque chose dans ce genre-là. Oh, yeah. Alors, c'était triste, mais en même temps, ça montrait que la présence était encore là. C'est commun ici. Oui, absolument. Yeah. Et, mais je pense que c'est cette prise de conscience-là, puis je veux dire, juste le fait qu'on célèbre la culture française et qu'on a un souvenir qu'elle existe, ben, elle existe. C'est tout ce que oui. Bien sûr. Mais je pense... il faut que je salue une personne. Monsieur Vaillancourt. Bien sûr. Yeah. Monsieur Vaillancourt, si vous écoutez le podcast, j'ai encore tellement ri. Je vous raconter l'histoire. On s'en va chez Vachon. Hein, chez Vachon, oui. Petit restaurant. Déjeuner, oui. Alors, je demande à ma femme, parce que je parle bien sûr, là, je me force un peu, mais quand je parle en joual, je ne dis pas du lait, je dis du lait. Alors, c'est comme entre les deux. Et là, M. Vaillancourt, je demande à ma femme, en fait, Julie, peux-tu me donner le lait, s'il te plaît? Bon, je voulais du lait pour mon café. Puis là, M. Vaillancourt se tourne, il fait « T'as dit du lait? » Right. Oui. T'as pas dit du lait? Non, j'ai dit du lait. Là, j'ai pas entendu ça depuis 10 ans. Je me souviens plus combien d'années. Alors, oui, M. Vaillancourt, j'ai bien aimé. Très heureux avec ta femme. Oui. Oh oui. Absolument. Pas juste ça. Les Québécois à qui on a raconté ça étaient très étonnés. Très, très étonnés de cela. Je pense que c'est une histoire qu'on aurait intérêt à connaître. Je pense que le même jour, le déjeuner chez Vachon, avec Henri Vaillancourt et John Toussaint. Oui. Je pense 7 jours pour le souper. Je pense. Restaurant mexicain qu'on est. Oui, c'est un restaurant mexicain. Oui, absolument. Oui, parce que ma femme ne veut. Visite aux États-Unis. Oui, mais c'est parce que ma femme ne pouvait pas manger n'importe quoi. Elle a des allergies. Ben, pas des allergies, elle a une maladie alimentaire, en fait. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de choix. Mais oui, et je me souviens aussi de la librairie de monsieur. Celui qui faisait une radio. Oh, yes, le rue Orange, oui. Monsieur Lacerte, oui, Monsieur Lacerte. Oh mon Dieu, qu'on a eu du fun avec Monsieur Lacerte. Si vous nous écoutez, rebonjour Monsieur Lacerte. Vous nous manquez. Oui, yeah. Non, il est une légende franco-américaine ici. Puis, on voit qu'il y a l'attitude canadienne-française, c'est-à-dire une personnalité unique et intéressante. Absolument. Yeah, OK. C'est très fort, mais j'ai une question finale, je pense. Ah oui, fort. Ça va faire mal. La majorité de la conversation, je n'écris pas parce que c'est une conversation. Mais j'ai écrit une question parce que mon but en général, c'est autre personne comme Mike et Thibodeau que tu penses, Melody, Daniel Moreau, Tim Saint-Pierre, Patrick Lacroix, Luc Trépanier, toi-même. Beaucoup de personnes. Le but est de reconnecter les Franco-Américains et nos cousines du Québec. Et en général, que tu penses que personnes comme moi,
que tu penses que nous devrons faire? Je pense que premièrement, la première chose, il va falloir qu'on règle une question, je crois, qui est la question de la langue. Est-ce que la langue fait la culture? Et je crois qu'il n'y a malheureusement pas une réponse nuancée à cela. Ça va être soit oui, soit non. Et si on n'a pas réglé cette question-là, je crois que ça va être difficile de se connecter. Autant soit d'un côté, comme au Québec, nous, on croit de façon claire que oui. Les lois québécoises ont été prises de la sorte, puis aux États-Unis, ça a été non. Et je comprends la raison, c'est-à-dire que ça serait peu pratique d'apprendre le français dans un endroit où personne ne parle français réellement. Alors, peut-être qu'une position mitoyenne, et là, j'ouvre les pistes de solutions, ça pourrait être, par exemple, comment je dirais, le fait d'apprendre à écrire et lire, mais peut-être pas parler. Il y a certainement du travail à faire. Il va falloir des personnes plus intelligentes que moi pour régler ça. Mais je pense que si on n'est pas... va falloir en fait faire un choix. Et je crois qu'il faut que ce choix-là soit fait des deux côtés et qu'on s'entende là-dessus. Si on n'est pas capable de s'entendre là-dessus, malheureusement, je crois que les cultures vont juste éclater. Et on est à une époque où on aurait tout avantage à s'allier plutôt que de se diviser. Comme le nombre de francophones est de moins en moins élevé au Canada. On l'a vu un peu partout, notre poids démographique descend. Mais en même temps, aux États-Unis, il y a un intérêt grandissant pour la culture canadienne-française. Alors, si on est capable de rallier tout ce monde-là, on vient peut-être de créer un bloc intéressant démographique en Amérique du Nord à considérer. Le deuxième aspect, c'est que les traditionnelles limites de pays qui étaient inexistantes lorsque les immigrants américains sont arrivés, les immigrants canadiens-français sont arrivés aux États-Unis parce que la frontière, c'était pas vraiment une frontière à l'époque. Ça a beaucoup changé à la suite, j'ai l'impression, de la Deuxième Guerre mondiale puis de l'époque de l'égalisation qui en a suivi. C'est un peu normal, à un moment donné, il faut que tu contrôles tes frontières. Le monde devient de plus en plus changeant à cet effet-là. C'est que les frontières sont de plus en plus faciles à traverser. Bon, peut-être pas en temps de COVID, là, mais avec Internet, avec les différents moyens de communication, on peut se rencontrer. Alors, moi, je pense que vu ce changement-là, il y a des très bonnes chances qu'on soit de plus en plus en contact les uns avec les autres. Alors, on additionne tout ça. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Participer à des événements sur Internet si on ne peut pas se déplacer. Peut-être commencer des initiatives s'il y a des gens qui voient, par exemple, hey, moi, j'aimerais ça faire la promotion du français en faisant une fête de la Saint-Jean-Baptiste, mettons, dans ma ville. On peut peut-être s'entendre ensemble et mettre tout notre poids les uns les autres. Ça peut être des moyens financiers comme ça peut être des moyens de support. Alors, c'est ça. Je pense différents moyens comme ça, mais il va falloir s'organiser avant, pseudo-organiser, et par la suite, je pense que les initiatives, on doit les appuyer à 100%, et on ne doit pas avoir peur de prendre des initiatives. Je pense qu'un trait de caractéristique principal des Canadiens français, c'est leur débrouillardise et c'est leur originalité. Alors, il faut qu'on prouve que c'est vraiment dans notre culture maintenant. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci pour la patience parce que je pense que c'est très important. Essayer de montrer que les Franco-Américains, je veux parler français. Beaucoup de Franco-Américains j'espère que parler français. C'est une bonne opportunité pour moi d'avoir une émission, des podcasts en français. Merci pour la conversation, mon ami. Écoute, merci à toi qui fais ce podcast-là depuis des années. Honnêtement, je ne saurais même pas qu'il y a des francophones aux États-Unis ou des aimants de la culture canadienne-française aux États-Unis si tu n'avais pas commencé ça. Et merci à Mike aussi qui t'a supporté pendant tout ce temps-là. Autant support que psychologically supportive. Je ne sais pas comment. En tout cas, qui t'a enduré. Absolument. Hello, Mike, by the way. Bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Ça fait plaisir.
Now our fathers look at us and sigh with despair, to think that everything they love we simply do not share. But the spirit never dies, our culture will survive. Each of us must choose how much to keep alive. Each of us must choose how much to keep alive. Special thanks to Josie Vachon for providing the music. You can find more about her at josievachon.com. This podcast was produced and edited by Mike Campbell. If you have any questions or comments, please email us at fclpodcast@gmail.com. You can also follow us on Facebook, Twitter, and Instagram at FCL Podcast for more information about the topics discussed. If you enjoyed the show, please subscribe and leave us a review on iTunes or wherever you listen to this episode.